Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois au CITEM 2017. C'est donc la deuxième partie de la journée qui est consacrée également à des tables rondes. Rassurez-vous, il y en a également beaucoup au programme de cet après-midi. Nous allons d'abord commencer par l'arbitrage international. Voilà, madame, monsieur, une thématique qui est très intéressante, surtout qu'on est dans un secteur qui nécessite, vous imaginez bien, énormément de contrats commerciaux. Donc l'objectif des organisateurs à travers ce genre de thématique est tout simplement de vous faire connaître c'est quoi l'arbitrage international et dans quel cas ou dans quel cas de figure vous allez pouvoir avoir affaire à ce genre de procédure. Pour nous en parler, nous recevons Mohamed Chemloul, maître Mohamed Chemloul, avocat, et maître Abdelkarim Benissad, également avocat consultant. Messieurs, bonjour. Merci d'animer cette table ronde. Je vais vous donner chacun quelques minutes juste pour un peu essayer, on va dire, de nous expliquer cet arbitrage international pour les plus novices d'entre nous. Et juste après, nous allons en débattre plus longuement, si vous permettez. Maître Chemloul, je vous en prie. L'arbitrage commercial international est une justice privée qui existe depuis plusieurs décennies, voire même des siècles. Dans leurs relations commerciales, les opérateurs, qu'ils soient publics et privés ou bien entièrement privés, ont parfois recours à une procédure de règlement des différends qui est l'arbitrage commercial international, pour plusieurs raisons. À la fois les trois caractères ou les trois éléments fondamentaux qui ont fait de l'arbitrage le développement actuel. C'est à la fois la célérité, le coût de la procédure et en même temps l'expertise des arbitres qui sont choisis. Et là, vous avez après plusieurs déclinés. Soit vous avez un arbitrage commercial international institutionnel parce que vous faites référence au règlement d'une institution qui est une cour d'arbitrage, que ce soit par exemple la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, ou le centre d'arbitrage et de médiation de la CACI, ou un autre centre d'arbitrage. Et puis après, vous avez plusieurs autres déclinés, c'est-à-dire le choix de la langue, le siège du tribunal arbitral, la langue de procédure, et aussi le fait que vous demandiez que la sentence puisse être rendue dans les délais les plus brefs, afin de savoir et de vous positionner par rapport à votre partenaire. On a recours à l'arbitrage lorsqu'on n'arrive pas, bien entendu, à régler le différend qui nous oppose à notre partenaire par des solutions dites amiables ou par un accord transactionnel. Et vous avez une autre forme d'arbitrage qui est en train de se développer depuis à peu près une vingtaine d'années, à laquelle l'Algérie est partie. C'est les arbitrages investissements qui dépendent du Centre international de règlement des investissements de la Banque mondiale à Washington, parce que nous sommes signataires de la Convention de Washington de 1965 sur la garantie réciproque des investissements. Et là, vous avez la possibilité qui est offerte, si le pays dont vous relevez a signé avec le pays d'accueil, qui est l'Algérie, une convention de protection des investissements, et vous allez directement devant les CIRDI, devant la banque. Qui a eu recours énormément à l'arbitrage commercial international, c'est la Sonatrach. Il faut dire que la Sonatrach avait recours à ce mode de règlement des litiges, parce que ce n'est qu'un mode parmi tant d'autres, alors que la loi algérienne ne le permettait pas. L'État algérien interdisait de transiger ou d'aller en arbitrage. Mais comment faire lorsque vous avez affaire à des groupes mondiaux importants, sur des sujets extrêmement importants, et ne pas accepter d'aller en arbitrage? C'est tout simplement ne pas faire de contrat. Il a ce vécu, je l'ai personnellement, moi je ne suis pas avocat, je suis ancien chef d'entreprise, mais j'ai été amené un peu à mon corps défendant, à cause de Sonatrach, à la restructuration de Sonatrach en 1984. Ils nous ont légué tous les contentieux, les élans contentieux qu'ils avaient. Mais c'était une école d'apprentissage formidable. Je voudrais parler de ça, du vécu, parce que ici, dans ce parterre, je pense qu'il y a des gens qui sont amenés un jour ou l'autre, ou qui sont actuellement déjà confrontés à la question de ce mode de règlement des litiges. La première des choses à faire, et c'est après coup qu'on le réalise, la première des choses à faire, au moment où vous faites le contrat, dites-vous bien qu'il est possible que ça aboutisse à
un arbitrage ou un contentieux. Ça veut dire donc qu'il faut se préparer pendant que nous négocions le contrat. À titre d'exemple, une petite anecdote, on avait affaire à on gérait un énorme arbitrage, et il y avait le plus grand cabinet d'avocats de Paris, en ce temps-là, qui était le conseil de notre adversaire. Figurez-vous qu'ils ont produit des pièces... Là, vous parlez de Sonatrach toujours ou... Oui, Sonatrach, Asmidal après. Hein. D'accord. Ils ont produit des pièces qui dataient de 20 ans avant, où cet avocat était simplement conseil juridique de cette entreprise, mais qui, à chaque fois qu'ils écrivaient à Sonatrach, ils numérotaient et ils disaient « ça, c'est la pièce de maître X ». Ça veut dire donc que 20 ans avant, ils pouvaient s'imaginer qu'on se retrouverait dans un prétoire en face d'un tribunal arbitral. Donc, dites-vous que... Oui, bonjour. Merci, monsieur Nazef, consultant. Alors, je souhaitais juste rebondir un petit peu sur ce qui avait été dit au départ, et ça permet effectivement de lancer le débat. La référence presque quasi systématique à la législation nationale et donc à la législation algérienne n'est pas toujours effectivement le meilleur moyen de se préserver. Je souhaiterais tout simplement citer un exemple connu à l'international. Il s'agit du fameux accident en Inde de la firme ICI, le fameux Union Carbide, dans lequel il y a eu quelque chose comme 45, c'était une usine de production de produits chimiques, et qui avait, suite à un accident, donc libéré des gaz et qui avait été rendu pour responsable de 45 000 personnes aveugles. Alors, la société de production, donc ICI, était une société américaine, et tout le débat, donc toute la procédure a tourné autour de la référence, donc de la réglementation. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, donc les Indiens tenaient à tout prix à ce que ça soit la législation américaine, et les Américains tenaient à ce que ce soit la législation indienne. Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'en termes de rémunération et surtout de réparation des dommages, la législation américaine était autrement plus intéressante pour les Indiens. Voilà. Donc c'est juste pour dire que la référence, ce n'est pas du tout une perte de souveraineté. Il s'agit tout simplement aujourd'hui de préserver ses propres intérêts. Et aujourd'hui, il faut surtout préserver nos gestionnaires parce qu'il faut absolument que là aussi, ils soient vis-à-vis de la loi défendus et qu'on ne donne pas l'impression d'avoir sacrifié des intérêts parce que simplement, on a donné comme référence une référence étrangère qui, dans certains cas, encore une fois, et dans le cas d'espèce, peut mieux préserver les intérêts nationaux. D'accord. Merci. D'autres questions? Oui. Je voudrais rebondir sur une question à Maître. Tout à l'heure, vous avez parlé d'arbitrage à l'étranger et évidemment de droit applicable. Généralement, dans nos contrats, le droit applicable est le droit algérien. Même si on a recours à un arbitrage à Paris, à Londres ou à Genève. Nous avons toujours, Yanni, je pense, réagi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'en sais rien. Vous êtes beaucoup mieux placé que nous pour nous le dire. Est-ce que c'est la meilleure formule de faire appliquer le droit algérien par un arbitrage à l'étranger? C'est là un peu la question que je pose.